Bienvenue sur notre chaîne Astronature 49 pour ces éphémérides du mois d'août 2022. Donc, comme à l'accoutumée, en compagnie de nos astronomes amateurs Pascal, Mathieu et Robin, eh bien, nous allons vous commenter des événements. Et puis, nous parlerons aussi, bien sûr, du Soleil, quelle a été son activité le mois dernier. Et pour conclure, eh bien, nous vous présenterons des photos du ciel qu'ont réalisé nos astronomes. Pour commencer cette émission, eh bien, nous partons directement du 1 au 7. Nous avons les Nuits des étoiles qui vont se dérouler un peu partout en France. Et donc, eh bien, qu'est-ce que l'on va pouvoir voir lors de ces Nuits des étoiles? Comment ça va se passer et où est-ce qu'on va pouvoir se rendre pour pouvoir aller à ces Nuits des étoiles? Robin, je te laisse donc en parler. Très bien, donc les Nuits des étoiles, comme tu l'as mentionné, ça va se passer début août. Donc en l'occurrence, ça s'organise sur 3 nuits. Ça va se passer le 5, le 6 et le 7 août 2022. Et en quoi consistent ces événements? Ça sera c'est un rassemblement qui est organisé par l'AFA, l'Association française d'astronomie, et qui organise des événements en collaboration avec des astronomes amateurs pour pratiquer et faire découvrir l'astronomie au grand public. Alors, en l'occurrence, ça va être un magnifique prétexte ou plutôt une belle occasion pour montrer au public le ciel estival, ses beautés, essayer de découvrir un petit peu les principales constellations d'été, ses étoiles. On va par exemple citer le triangle d'été, la célèbre galaxie d'Andromède. Et ça va permettre au public de découvrir un petit peu le ciel à travers un instrument astronomique ou bien même à l'œil nu. À savoir aussi que les Nuits des étoiles, ça a été organisé par l'AFA initialement, et donc ça a lieu depuis 1991 chaque année, et ça a été organisé en lien avec la pluie des étoiles filantes générée par la comète Swift-Tuttle, qui sont des étoiles filantes visibles à l'œil nu, et ce sont des Perséides. Alors Pascal va un peu plus en parler dans les détails à la suite de ma présentation. Et donc, c'est un prétexte aussi pour montrer un petit peu cet événement astronomique au grand public. Euh, donc, le thème de cette année, ça sera basé sur l'exploration spatiale principalement. Et ça sera vraiment le mot d'ordre de cette année, de cette édition. Donc, avec le désir de plus en plus important de l'humanité à vouloir toucher et fouler le sol d'autres planètes et d'autres astres tels que la Lune et Mars. Voilà. Donc, il y aura un petit peu des événements organisés partout en France. On va pouvoir se réunir dans des clubs d'astronomie ou même des structures liées particulièrement à l'astro, hein. Ça peut être des grands planétariums, des grands observatoires. Et donc, vous pouvez retrouver tous les lieux de rassemblement sur le site de l'AFA. Donc, AFA Nuit des étoiles. Et vous irez dans la rubrique Les soirées proches de chez vous. Et donc, vous aurez une carte de la France avec tous les lieux dans lesquels vous pourrez vous réunir. À savoir que ces événements-là, ils sont complètement gratuits, complètement libres au public. Et il ne suffit pas du tout d'avoir de connaissances techniques, astronomiques, ni quoi que ce soit. La seule chose qui est demandée, c'est d'être curieux et de venir avec le désir d'en apprendre plus. Je vais juste un petit peu parler comme je suis adhérent de la Société d'astronomie de Haute-Marne, je voudrais juste un petit peu préciser un exemple de programme qui peut avoir lieu. Donc, la Nuit des étoiles va être organisée dans notre club le 5 août et il va y avoir des observations astronomiques, des mini-conférences en lien avec le thème de cette année qui est l'exploration. Il y aura des visites, des séances de planétarium et bien sûr, on pourra discuter avec des astronomes amateurs et découvrir un petit peu plus la pratique. Donc voilà. Voilà, que vous soyez un habitué du ciel, un débutant friand d'explications ou même un curieux qui n'a jamais observé, eh bien, ne ratez pas ces Nuits des étoiles qui vous permettront donc de rencontrer d'autres passionnés et de découvrir les merveilles du ciel d'été. Et en plus, si je ne me trompe pas, ces événements sont gratuits, donc n'hésitez pas. Maintenant, on peut passer à cet événement du 12 août. À 19h52, c'est
Donc, le maximum de la pluie d'étoiles filantes, comme tu l'as mentionné, Robin, tout de suite, eh bien, des étoiles filantes des Perséides. Donc, Pascal, eh bien, est-ce que tu peux nous en dire juste un petit peu plus? Oui, alors effectivement, c'est un grand classique, hein, les Perséides, hein, chaque année. D'ailleurs, je vous renvoie d'ailleurs à une vidéo que nous avons faite de l'année dernière, hein, donc à la même période. C'est souvent la même chose. Alors effectivement, Robin en a parlé. En général, quand nous ne sommes pas trop habitués aux étoiles filantes, parce qu'on n'a pas vu ou seulement occasionnellement comme ça une fois ou deux, eh bien là, c'est vraiment l'occasion d'en voir plusieurs en un temps minimum. Alors effectivement, donc dans la nuit du 12 août, les fameuses Perséides, cette pluie d'étoiles filantes, avec en fait ce qu'on appelle le taux horaire zénital, hein, c'est le nombre d'étoiles en fait à l'heure, et enfin d'étoiles pardon, de météores plus exactement, hein, qui sont comme des étoiles filantes pour nous, sont autour de 100 météores à l'heure, ce qui est quand même pas mal. Et vous aurez peut-être de la chance d'ailleurs de voir quelques bolides, donc ils sont beaucoup plus importants, beaucoup plus visuellement intéressantes également, puisque elles vont durer un petit peu plus longtemps, leurs traits. Et donc la vitesse moyenne de ces météores sont de 58 km secondes. Donc c'est pourquoi on préfère avoir affaire aux bolides, d'ailleurs, hein, qu'à ces météores. Alors, l'activité, en fait, commence bien avant, hein, puisque ça se passe en général du 17 juillet jusqu'au 24 août. Hein, mais là, on parle vraiment du pic le plus important, hein, donc, à cette période-là. Alors, comme son nom l'indique, donc les Perséides, eh bien, on se trouve dans la constellation de Persée. Et peut-être que vous connaissez, alors pour se repérer, l'étoile la plus brillante de Persée, c'est l'Irfak, avec une magnitude de 1,75. Et vous pouvez donc la repérer facilement, en fait, nord-nord-est. Alors, les conditions toujours optimales, c'est bien sûr avoir un ciel le plus noir possible, hein. Donc, faut pas, voilà, faut prendre un petit peu son temps, hein, plutôt la deuxième partie, hein, de nuit. Euh, Encore une fois, on recommande de s'habituer au noir pendant, pendant quelques minutes, hein, ça peut être pendant 15-20 minutes, hein, pour pouvoir en fait être présent pour ce spectacle. Mais voilà, encore une fois, comme on le disait, les Perséides, c'est vraiment un grand classique, hein. Chaque année, on y a affaire. C'est ça, un événement dont on ne se lasse pas de pouvoir observer ainsi ces étoiles filantes. Passons donc maintenant à l'événement du 14 août, qui est l'opposition de la planète Saturne. Et donc, Mathieu, je te laisse détailler cet événement. Alors pour moi, un peu comme pour Pascal avec les Perséides tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait les oppositions planétaires, et notamment celle de Saturne, eh bien, reviennent finalement tous les ans. Donc on finit par en faire le tour assez rapidement, d'autant plus qu'on en parle même plusieurs fois par an, étant donné qu'on a quelquefois des rapprochements planétaires intéressants. Alors c'est pour cela que je vais essayer d'aborder l'observation de Saturne sous un angle un petit peu différent cette année, à commencer par cette petite information intéressante qui est que l'opposition de Saturne revient en fait tous les ans et 13 jours. Alors vous le savez très bien, la Terre fait un tour autour du Soleil et bien tous les ans, pile, donc 365 jours. Si Saturne ne bougeait pas sur le fond du ciel, eh bien en fait, tous les ans, exactement même jour, même mois, l'opposition de Saturne reviendrait strictement à la même date. Ça n'est pas le cas, il y a 13 jours de décalage, ce qu'on appelle la période synodique. Donc au lieu d'avoir une opposition tous les 365 jours, eh bien, on a une opposition tous les 378 jours. Cela est dû au fait que Saturne se déplace, elle aussi, autour du Soleil. Mais étant beaucoup plus loin du Soleil que nous,
eh bien, elle se déplace beaucoup plus lentement. Alors, actuellement, eh bien, elle se situe dans la constellation du Capricorne, qui culmine d'ailleurs plein sud en milieu de nuit, mais c'est une constellation, et donc Saturne aussi, qui reste très basse dans le ciel. Et ça va poser malheureusement quelques petits problèmes en visuel et d'autant plus en photo, parce que la lumière traversant une couche atmosphérique plus épaisse que si l'objet était au zénith, par exemple, eh bien, on va être fortement sujet à la fois aux turbulences et à la diffusion des couleurs. D'où l'intérêt d'utiliser ce qu'on appelle un correcteur de dispersion atmosphérique, si vous en avez la possibilité, et ce, d'autant plus que le diamètre de votre instrument est important, parce que plus le diamètre de votre instrument est important, et plus vous allez être sujet donc, à la fois aux turbulences et surtout à la diffusion des couleurs. Donc, aux problèmes de perturbation atmosphérique, puisque l'atmosphère agit comme un prisme. Alors, si éventuellement cela peut rester accessoire en visuel, eh bien cela devient très vite important en imagerie planétaire. Alors ça, c'est en ce qui concerne l'observation de Saturne. Maintenant, une autre information qu'il est important de connaître concernant Saturne, et ça, c'est pas toujours la même chose selon les planètes que l'on va observer, c'est l'inclinaison axiale, donc l'inclinaison de l'axe de rotation de la planète. Jupiter, on a tendance à la voir très droite, en fait, parce qu'elle n'a quasiment pas d'inclinaison, son inclinaison est à 3 degrés, ce qui veut dire qu'en fait, l'équateur nous fait quasiment toujours face, donc on voit les deux hémisphères de même proportion, l'une par rapport à l'autre. Et finalement, eh bien, Jupiter, on va pouvoir la voir à peu près de la même façon d'une année sur l'autre. Pour Saturne, ce n'est pas le cas, puisque son inclinaison axiale est de 26 degrés. Donc, contrairement à Jupiter, et par contre, de la même façon que la Terre, eh bien, Saturne va être sujette au changement de saison. Alors, actuellement, nous voyons donc l'hémisphère nord de Saturne. Mais étant donné que la planète tourne autour du Soleil en même temps que nous, hein, mais beaucoup plus lentement, eh bien, au fil des mois, même au fil des années, on va voir que l'inclinaison va changer. En tous les cas, je précise, par rapport à la Terre. L'inclinaison de Saturne ne change absolument pas, tout comme l'inclinaison terrestre ne change pas non plus. Il reste toujours de la même façon, 26 degrés pour Saturne, 24 environ, je crois, de mémoire, pour la Terre. Mais voilà, mais en fait, c'est le plan de rotation de Saturne qui va évoluer par rapport à notre point de vue. Et donc, entre 2024 et 2025, eh bien, on va voir à part égale les deux hémisphères de Saturne. Et de ce fait, eh bien, l'équateur va nous faire face, ce qui n'est pas le cas actuellement. On a l'hémisphère nord qui est plutôt incliné vers nous. Alors, plus incliné tout à fait au maximum, parce que le maximum, c'était... là encore, je vais parler de mémoire parce que je ne me souviens plus exactement, mais je crois que c'était 2017-2018. Donc, ça doit faire quelque chose comme 4-5 ans environ. Hein. Et donc, depuis, eh bien, l'hémisphère nord est en train de régresser. Au contraire, l'hémisphère sud progresse. Et les anneaux deviennent de moins en moins visibles jusqu'en 2025, précisément le 23 mars 2025, où là, on ne verra pratiquement plus les anneaux. On va observer ce qu'on appelle le phénomène de la disparition des anneaux, c'est-à-dire qu'en fait, on ne les verra plus que par la tranche. Le problème, c'est que les anneaux sont tellement fins que quand on les regarde par la tranche, surtout à la distance à laquelle nous sommes, ben on ne les verra plus, en fin de compte. Ça va durer que quelques jours, quelques semaines, grand maximum. Après, ça dépend aussi de l'instrument que vous aurez pour observer le phénomène. Mais ça va durer très peu de temps. Et malheureusement, le 23 mars 2025, eh bien, c'est pile la période où Saturne ne sera pas visible depuis notre Terre, puisqu'elle sera de l'autre côté du Soleil. Donc, malheureusement, on n'aura pas cette occasion de voir vraiment la disparition des anneaux. Par contre, on les verra bien par la tranche un peu plus tard dans l'année quand Saturne réapparaîtra. Alors, cette année 2022, c'est donc la dernière pour essayer d'observer la division de Cassini. La division de Cassini, c'est quoi ? C'est une sorte de fossé qui sépare en fait les anneaux en deux.
un trou. En fait, il n'y a rien dedans. Et cette division de Cassini-là, alors, on peut la voir dans un instrument de 80 mm. Elle est déjà observable. Maintenant, avec un 150 ou un 200 mm, ce sera un petit peu mieux pour pouvoir observer cette division de Cassini. Mais pour la voir et l'imager en entière, eh bien, c'est quasiment cette année le dernier délai, puisqu'après, elle disparaîtra pour quelques années, jusqu'à ce que l'hémisphère sud de Saturne nous fasse face, en fait, hein. Nous fait face plutôt. Donc, après 2025. Voilà. Dernière chose dont je voulais vous parler, les phénomènes mutuels. Alors, sur Jupiter, on en a tous les ans parce que justement, il n'y a pas d'inclinaison axiale. Donc, en fait, tous les ans, on voit des éclipses et des transits de Lune sur Jupiter. Sur Saturne, ce n'est pas le cas. Ça n'a pas été le cas ces dernières années. Ça ne sera pas le cas non plus cette année. Par contre, et je vous spoil un petit peu, à partir de 2023, on pourra observer les premiers transits, les premiers phénomènes mutuels sur Saturne. Alors, je fais juste un petit retour en arrière parce que je me suis trompé en disant que cette année, il n'y avait pas d'éclipse sur Saturne. Eh bien, si, mais c'était exceptionnel. C'était le 18 juillet 2022 de mémoire. C'était la lune Japet qui passait devant Saturne, mais c'est un phénomène très rare. La lune Japet passe très rarement devant Saturne. Donc pour ceux qui ont loupé le transit du 18 juillet, mais bon, de toute façon, il aurait été très difficile à voir, bien, il faudra attendre encore un bon bout de temps maintenant. Donc en 2023, on aura quelques lunes qui vont commencer à effectuer quelques transits et quelques éclipses. Ça sera le cas notamment de Tétis et Dionée. Rhea en 2024, et là où ça va vraiment être intéressant, parce que c'est la plus grosse lune de Saturne, c'est en 2025, Titan. Ça sera assez court, hein. On n'aura qu'un an pour observer des éclipses et transits de Titan devant Saturne. Mais c'est la lune la plus grosse de Saturne, et à cette distance, malheureusement avec des instruments amateurs de diamètre modeste, c'est peut-être la seule lune dont on pourra voir vraiment les transits, et en visuel et en imagerie, sans trop de difficultés. Les autres, ça sera plutôt réservé à l'imagerie, et encore, il faudra avoir un petit peu d'expérience dans le domaine et une bonne qualité de ciel pour ce faire. Voilà, merci Mathieu donc, pour ces informations complètes sur l'opposition de la planète Saturne. Donc maintenant, nous allons passer à cet événement du 22 août. À 18h53, c'est l'opposition de l'astéroïde 4 Vesta. Donc Pascal, eh bien, je te laisse en parler. Voilà, donc effectivement, l'opposition de l'astéroïde Vesta 4. Pourquoi 4? Tout simplement parce que c'est le 4e astéroïde découvert en 1807 dans la ceinture principale par Heinrich Olbers. Avec ses 525 km de diamètre, c'est le second plus grand objet céleste de la ceinture d'astéroïdes. Vous savez, le premier, c'est qui? C'est quoi? C'est Cérès, qui est en fait le double, hein. Voilà. D'ailleurs, Vesta est même comparable à une petite planète avec un noyau, un manteau et une croûte. Alors, comme vous le savez, en général, les astéroïdes sont difficiles à observer. La raison principale, bien, c'est qu'elles sont très peu lumineuses, hein, sauf effectivement quand ils sont en opposition, puisqu'ils vont recevoir plus de rayons venant du Soleil. Et c'est précisément en fait ce qui va se passer donc sur la déesse romaine Vesta, donc avec une magnitude à ce moment-là de 5,9. Cela faisait 15 ans d'ailleurs que Vesta n'a pas été aussi lumineuse. Observer à l'œil nu sera très difficile, quasiment impossible même. Alors avec des jumelles, c'est déjà plus facile. Alors que voyons-nous? Eh bien, on verra juste un petit point lumineux qui va se déplacer très lentement. Et c'est toujours une partie de cache-cache, en fait, pour la localiser. Parce que, bien sûr, on va se repérer avec les étoiles proches. Et idéalement, si on veut être sûr qu'il s'agit bien de l'astéroïde concerné, eh bien, il faudra prendre des photos à intervalles réguliers sur plusieurs heures. L'observation se fait comment? Eh bien,
Vesta sera sur l'horizon sud-est à partir de 22 heures. Comment la repérer? Eh bien, on repère Deneb, qui sera bien visible à ce moment-là, avec une magnitude de 2,8. Et on a de la chance parce qu'on ne sera pas gêné par la Lune. Voilà, donc merci. Voilà. Voilà, merci donc Pascal de nous avoir détaillé donc, cette opposition de l'astéroïde 4. Maintenant, nous allons pouvoir passer à cet événement du 17 août. À 21h52, c'est le rapprochement de la planète Vénus avec M44. Alors, Robin, eh bien, qu'en est-il donc de ce rapprochement? Alors, comme tu viens de le dire, il va y avoir un rapprochement, c'est-à-dire que les deux astres vont se situer très très proches l'un de l'autre, en fait, quand on va les regarder dans le ciel. Alors, où ça va se passer? Ça va se passer dans la constellation du Cancer, à l'horizon nord-est, est. En fait, en l'occurrence, les deux astres seront vraiment très proches l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'ils seront à moins de 1 degré. Donc, c'est vraiment très très faible. En tout cas, moi, j'ai vu vers les 22 heures, à peu près, comme tu disais. Mais ça sera compliqué de les observer à cette heure-là, puisque ça sera sous l'horizon. Ça va être un petit peu difficile, et justement, ça va être un défi, puisque il va falloir attendre le petit matin pour que Vénus et M44 soient observables au-dessus de l'horizon. Alors moi, j'ai noté sur un logiciel de carte du ciel que les deux astres seront plus ou moins visibles vers les 5 heures du matin. Le problème, c'est que le Soleil va se lever, et ce qui risque d'être un petit peu délicat, c'est que M44 est un amas ouvert, c'est un objet du ciel profond, et Vénus est une planète très lumineuse, très brillante. Donc ça peut être intéressant quand on est à 20-25 degrés au-dessus de l'horizon. Sauf qu'à 5 heures du matin, on sera à moins de 5 degrés. Donc ce qui risque d'être vraiment très compliqué, surtout avec les premières lueurs du soleil qui risquent de vraiment dénaturer le contraste. Ça risque d'être un véritable défi, mais je pense que c'est jouable. Dès lors qu'on voit Vénus, en fait, il faut vraiment essayer de repérer M44. Bon, ça risque d'être un petit peu compliqué. En observation, ça sera possible en ayant un très très faible grossissement, inférieur à 30 fois, ce qui est préférable pour avoir les deux objets côte à côte, ou tout simplement on peut utiliser des jumelles. C'est tout à fait adapté. En photo, ça sera peut-être plus simple de résoudre M44 parce que les appareils photo sont plus sensibles que nos yeux. À savoir que Vénus va tout de suite briller et tout de suite être visible. Et en photo, ça sera plutôt avec des objectifs de longueur focale supérieure à 100 mm, bon, dans cet ordre-là. Mais même avec un grand angle, ça peut passer. Mais voilà, ça risque d'être un petit peu compliqué avec le soleil. Et justement, il faudra être particulièrement vigilant, surtout en observation, pour ne pas avoir le soleil en direct. Voilà. D'accord, merci Robin de nous avoir donc expliqué ce rapprochement. Et donc, eh bien, n'hésitez pas, si vous avez l'occasion de l'observer, même avec des jumelles, c'est possible. Donc. Maintenant, donc, nous allons passer donc, à l'activité du soleil du mois dernier. Donc, on va juste faire un petit résumé de cette activité, donc à travers une photo du soleil que Mathieu, tu as choisie. Oui, alors c'est une photo donc, que j'ai prise au Calcium Caline, qui date du 16 juillet 2022. Le Calcium Caline a l'avantage de permettre de rendre plus visibles les plages faculaires. Ce qu'on appelle les plages faculaires, c'est des plages un petit peu plus brillantes, c'est des zones un petit peu plus brillantes à la surface du Soleil, qui sont en fait des zones plus chaudes et éruptives à la surface du Soleil. Mais ce qui saute aux yeux quand on regarde le Soleil du 16 juillet 2022, c'est le fait qu'en fait, on a des taches qui sont extrêmement répandues et qui sont de taille variée,
hein, donc on a beaucoup de tâches en cette mi-juillet 2022. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est en fait la position de ces tâches. Et vous constatez qu'en fait, ces tâches eh bien, se situent toutes à peu près dans deux plans linéaires parallèles qui sont linéaires. Et en fait, ces plans-là, eh bien, on pourrait dire que ça représente ce qu'on pourrait appeler les tropiques du Soleil. On est encore assez loin du maximum solaire et on le voit clairement sur cette photo parce que si on était en plein maximum solaire, eh bien, les tâches se situeraient au niveau de l'équateur du Soleil. Donc, ça serait un regroupement massif au niveau de l'équateur. Et en fait, là, on n'a pas de regroupement, mais on a bien deux bandes parallèles, mais qui sont nettement séparées par une zone de vide au niveau de l'équateur. Et en fait, c'est au niveau, ça se situe à des latitudes un petit peu plus élevées, ce qu'on pourrait appeler les tropiques sur le Soleil. Et ce qui démontre, eh bien, qu'en fait, ces tâches, ce qui démontre qu'en fait, on est encore assez loin du maximum solaire. Mais cela dit, eh bien, cette photo montre aussi que le Soleil est particulièrement actif en ce moment, que son activité ne cesse de s'intensifier. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Toujours est-il que sur la courbe d'un graphique, eh bien, on pourrait dire que on est en phase ascendante et on se rapproche maintenant très rapidement du pic de cette courbe. Donc maintenant, on attend ce pic. Alors, comment va être ce pic? Est-ce que ça va être un pic simple? Est-ce que ça va être un double pic comme c'était le cas des années précédentes? Ça, on ne sait pas. Par contre, ce que l'on sait, eh bien, c'est que l'activité du cycle 25 s'annonce légèrement supérieure au précédent, donc le cycle 24, mais un petit peu plus faible que les cycles précédents, encore le 24, donc les cycles 23 et antérieurs que l'on avait au début des années 2000 et encore avant. Voilà, ben merci Mathieu de ce résumé de l'activité du Soleil donc, au mois de juillet. Maintenant, eh bien, avant de conclure cette émission, eh bien, Mathieu, tu as une photo à nous présenter, donc une photo que tu as choisie, que tu as réalisée. Voilà, et je la cache en fait, hein, parce qu'il s'agit de mon fond d'écran. C'est la nébuleuse M27. Nébuleuse M27 qui se situe en plein cœur de la Voie lactée, d'où le fourmillement d'étoiles que vous pouvez observer. Alors là, bon, vous la voyez en fond d'écran, mais vous la verrez en plein format hein, sur votre écran. En fait, c'est une photo qui a été prise avec mon setup habituel, donc 150-750 sur HEQ5 SceneScan Go2. L'appareil photo était un appareil photo non défiltré, donc un APN Reflex 4 EOS 90D. Alors, au niveau des exifs, alors je ne sais plus hein, mais exactement, mais je crois que c'est aux alentours d'1h20 de pause effective sur un total de 1h40, je crois, quelque chose comme ça. Donc 1h20 de pause à raison de 30 secondes de pause unitaire. Voilà, et donc c'est les logiciels de traitement que j'ai utilisés, eh bien, c'est deux en particulier, tout simplement. Hein. Ah non, qu'un seul pour M27, Cyril. Donc en fait, c'est directement sorti de Cyril, cette image. Par contre, je voulais revenir à l'image que je vous avais présentée le mois dernier. Je vous avais promis la deuxième version de M101 que je vous avais présentée le mois dernier. Que je vous avais sorti depuis les logiciels DSS et GIMP, eh bien, je les ai refaits ce mois-ci, donc avec le logiciel Cyril, toujours avec le logiciel GIMP pour le post-traitement, mais cette fois-ci avec le logiciel Cyril. Et cette fois-ci, on a plus de saturation de couleurs et moins d'artefacts. Donc, je pense qu'elle est un petit peu plus intéressante. C'est pour ça que je voulais vous la montrer en parallèle de M27. D'accord, donc bien, merci Mathieu pour ces deux magnifiques photos que tu nous as présentées là. Donc, eh bien, merci à tous les trois pour votre travail. Et donc,
merci à tous de nous avoir une nouvelle fois suivis pour cette émission des éphémérides. Donc bien sûr, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour les éphémérides de septembre. Et en attendant, eh bien, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur notre chaîne pour nous dire ce que vous en avez pensé. Donc, on vous souhaite un bon ciel à tous et à toutes.